Plus tarder, nous allons appeler Monsieur Page Kiwolu à prendre la parole. Alors, je voudrais remercier d'abord le Nouveau Congo qui nous a fait l'honneur de participer à ce colloque qui porte une thématique très opportune, très pertinente, peuple et pouvoir. Le Nouveau Congo qui est donc une structure qui s'ajoute à toutes ces structures qui se battent sur la place de Paris. Alors j'interviendrai sur les échéances électorales au Congo-Brazzaville, 2 points, posture et position des leaders politiques et des populations. Depuis le coup d'État d'octobre 1997, quand le général Sassou Nguesso a aboli les institutions républicaines mises en place à la conférence nationale souveraine, les Congolais ont été convoqués aux urnes à plusieurs reprises. Comment ont-ils réagi à chaque occasion? Ont-ils tous eu les mêmes attitudes face à la sollicitation de leur expression supposée souveraine? Y a-t-il eu communion entre le peuple et ses élites politiques censées l'éclairer sur des choix judicieux capables d'étancher sa soif de liberté, de justice, de dignité et de bien-être? Je vous invite donc à réfléchir tous ensemble à ces questionnements. Je veux juste donner quelques faits que je considère assez objectifs pour nous permettre d'y répondre. Au référendum constitutionnel de 2002, initié après l'abrogation de la Constitution de 1992, 5 ans après la fin des hostilités dans les 3/4 du territoire, le peuple fut appelé à aller voter la nouvelle Constitution. Mais ils furent à peine 15% à se rendre aux urnes, faisant écho aux appels au boycott de la diaspora. On notera que la classe politique présente en 2002 au pays n'avait pas mené campagne pour le non au référendum. On notera également qu'une région, le Poul, fut absente des consultations parce qu'elle était en proie aux attaques militaires de la soldatesque de Sassou. Donc cette région ne participa ni au référendum, ni à l'élection présidentielle qui fut organisée tout de suite après. Sassou Nguesso fut plébiscité parce qu'en face de lui, il n'y avait pas de concurrent, disons, digne de ce nom, étant donné que ses adversaires politiques, pour la plupart, étaient en exil, et des hommes comme Milongo, qui pouvaient incarner une opposition farouche, avaient jeté le tablier à la veille de l'élection. Donc Sassou passa haut la main. Mais, même si les chiffres officiels donnent une participation à plus de 80%, on doit reconnaître que les 25% d'abstention officielle et les 10% de bulletins nuls étaient plus élevés que cela. Puis, 2009,
Alors là, le paysage politique du Congo a mué considérablement. Des anciens ministres notables qui avaient accompagné Sassou Nguesso lors de son coup d'État et pendant son mandat, sa transition flexible, se retrouvèrent dans le camp des opposants. Je citerai Mathias Nzon pour prendre un exemple. Et paradoxalement, d'autres figures, et pas des moindres, traversèrent ce que je pourrais appeler la ligne Maginot pour se retrouver du côté du dictateur tyran. J'ai cité Bernard Kolela, dont le parti s'accorda avec celui du PCT et affilié pour gouverner ensemble. Alors en 2009, le temps de l'opposition fut dur et ferme. Nous entendîmes ici à Paris des propos du genre « Il n'y aura pas d'élection, ni pour Sassou Nguesso, ni pour quiconque, si les conditions idoines pour une élection démocratique, libre et transparente ne sont pas réunies. » Hélas, lorsque vint le jour d'aller aux urnes, les bulletins de ces mêmes opposants étaient dans les isoloirs, et si le peuple ne participa pas à cette élection dans sa grande majorité, parce qu'on nota un boycott de près de 80%, ça se passa haut la main. Alors, certains d'entre nous ici n'ont peut-être pas eu l'occasion de tomber sur ce courrier de ces opposants qui étaient assignés à résidence et qui écrirent au dictateur en lui demandant pardon, en le reconnaissant comme vainqueur de l'élection et en le considérant comme le père de la nation, le patriarche qui devait donc permettre la liberté de circuler des uns et des autres. Je peux vous dire c'était qui? C'était Mathias Nzon et compagnie. Et là, je fais juste une parenthèse pour dire que les assignations à résidence ne datent pas seulement de la période Mokoko, mais que même en 2009, il y en eut. Alors, le peuple, comme je l'ai déjà dit, en 2009, fut son devoir. Le peuple boycotta les élections. Puis, ce fut le changement de la Constitution. Dès que le chiffon rouge fut agité, ici et là, et notamment dans la diaspora, des voix s'élevèrent pour mobiliser les populations contre ce changement. Des plateformes naquirent, les Assises nationales du Congo à Paris, IDC, non, FOCAD, Sauvant le Congo et autres au pays, tout cela pour éviter que la Constitution de 2002 soit changée pour une présidence à vie. Des personnalités ou des militants politiques qui n'avaient pas accepté la Constitution de 2002 furent embarqués dans cette campagne au nom de la solidarité militante combattante. Nous avons pu, là aussi, constater que le peuple fut au rendez-vous. Il n'y a qu'à voir les différents meetings organisés pour le non au changement de la Constitution, c'était des marées humaines. À tel point qu'à Lubomo, une banderole fut déployée en attendant que la délégation des opposants, des résistants, vienne de Pointe-Noire. Il était écrit « Nous ne voulons plus de meeting, nous voulons
le mot d'ordre, parce que la ligne rouge énoncée depuis Djata avait déjà été franchie. Et on a vu les 300 000 Congolais, les plus de 300 000 Congolais rassemblés boulevard Alfred Raoul qui rentrèrent chez eux dépités. Puis le 20 octobre, au cours de cette fameuse journée, Paulin Makaya, qui incarne la figure même du militant de la diaspora, fut arrêté parce qu'il sortit dans la rue en compagnie des résistants congolais. D'autres également le firent. Mais il est à noter qu'il en fut des leaders qui montrèrent un héroïsme tel qu'ils furent pris en assignation à résidence le jour de la mère des batailles. Allez-y comprendre. Je terminerai pour évoquer l'élection de mars 2016. Les mêmes populations, les mêmes militants qui ont sacrifié leur vie pour le non au changement de la Constitution, qui fut boycotté à plus de 95%, furent convoqués à l'élection présidentielle sous prétexte que des urnes allaient sortir la victoire. L'intrusion dans l'espace politique congolais de Jean-Marie Michel Mokoko levèrent certaines réserves. Nombreuses de ces populations, comme nous dans la diaspora, crurent qu'avec l'entrée en scène de Jean-Marie Michel Mokoko, la donne changerait peut-être. Hélas, avec le hold-up électoral, nous avons assisté à un jeu de dupes où nous avons vu des candidats piocher dans la Bible des sobriquets qui feraient pâlir un véritable nationaliste congolais. À tel point que ces querelles, ces rivalités mesquines ont empoisonné le combat pour la revendication du hold-up électoral, au point qu'aujourd'hui, il y en a qui semblent jeter l'éponge, tourner la page pour revendiquer un dialogue inclusif, national, d'autres une recomposition de l'opposition, mais à quelle fin? Le peuple, là aussi, est perplexe et se demande à quelle danse on veut le mener au bal. Je vous remercie. Merci le président Page Kiwoulou. J'ai noté quelque chose d'important que vous avez soulevé. Vous avez parlé des accords, je ne sais pas, Kolila, Sassou, I2, URD, PCT. URD, PCT apparenté. Mais c'est très important ce point. Parce que je ne comprends pas, c'est l'article, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, c'est l'article 75 de la Constitution de 1992 qui a mis le feu en poudre. Cet article qui aurait pu faire jurisprudence à l'époque, car avec une autre portée politique qui le représentait. Malheureusement, nous n'avions pas à l'époque une cour constitutionnelle pour donner l'interprétation de cet article. Nous voudrions ici, par rapport au passé, éviter de revenir sur des pratiques de la confiscation du pouvoir du peuple, de la souveraineté populaire. Il est important que nous fassions la différence entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Nous avons eu des combines d'appareils en 1993 avec le débat sur cet article, l'Alliance URD-PCT, qui a essayé de transformer la majorité acquise aux urnes à la majorité de partis. Donc c'est très important de le souligner.
Il est bien de parler de constitution, de démocratie, mais si le général de Gaulle a soulevé le suffrage universel en France, c'était justement pour éviter la démocratie représentative confisquée par les partis politiques, pour donner plus de légitimité au gouvernement et de mettre en place des institutions de contrôle juridictionnel assurant et garantissant l'état de droit. C'était juste sur ce point et je passe à M. Charles Madédé. Merci, bonsoir à tout le monde. Et puis merci à Congo, Nouveau Congo et tous ses membres qui ont organisé cette rencontre d'échange. Le thème est très intéressant et nécessite un approfondissement un peu plus large. Mais je vais choisir un seul point, je vais intervenir. En fait, pouvoir et peuple, il faut circonscrire. Quand on parle de pouvoir et peuple, ça veut dire on n'est pas en démocratie. Parce qu'en démocratie, le pouvoir est organisé déjà. Alors, on n'a pas besoin d'un soulèvement populaire, on n'a pas besoin normalement de l'expression du peuple. Parce que tout est organisé, le peuple a déjà envoyé ses représentants à l'Assemblée nationale, ses représentants parlent pour lui. Le peuple n'a pas besoin de prendre le pouvoir parce que le pouvoir est organisé. Mais quand on dit pouvoir et peuple, je crois que Nouveau Congo a voulu circonscrire ce thème dans le cadre des pays qui sont en dictature, comme le Congo. Alors la question se pose, comment est-ce que le peuple peut reprendre son pouvoir? Parce que son pouvoir est confisqué. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Et cela dépend de la culture du peuple, de son âme profonde. Et je vous signale que nous sommes au Congo, nous sommes les peuples bantous. Les peuples bantous ne sont pas les peuples belliqueux. Nous ne faisons pas les choses dans la violence. Et c'est pour cela que j'interpelle tout le monde pour éviter toute solution qui sorte de notre culture profonde. Le peuple bantou est un peuple accueillant, un peuple sympathique, on dirait, qui aime les autres. Et ce n'est pas un peuple violent. Et donc, je vous signale un peu dans notre histoire pour relever un point, en fait. Le point de mon intervention aussi, c'est pour dire, nous devons saisir le sens de l'histoire pour faire l'histoire. Si on ne saisit pas le sens de l'histoire, on ne peut pas faire l'histoire. Et souvent, les Africains importent des solutions qui viennent des peuples d'ailleurs et ils s'égarent. Nous devons trouver des solutions dans le sens de notre histoire. Notre histoire Congo part du royaume Congo. Vous savez que ce royaume a été l'ami du royaume de Portugal, a été l'ami du Vatican, a été l'ami de tous les grands peuples. On retrouvait même des écoles Congo au Portugal. Donc, c'est un peuple qui a développé de l'amitié. Qu'est-ce qui était arrivé? C'est que ses amis étaient plus malins que lui. Ils l'ont écrasé. Je vous ramène à la bataille d'Anguilla où le Congo, le royaume Congo, s'est disloqué. Et les autres royaumes qui sont venus après, ce n'étaient que des provinces qui se sont transformées en royaumes. Le royaume Congo était mort. Il y a une personne, on va dire 2 personnes qui ont marqué. Parce que le sens de l'histoire, il faut voir que dans l'histoire d'un peuple, il y a des gens, des hommes et des femmes qui marquent le tempo, qui plantent la graine, et cette graine pousse quelque part. On a souvent oublié le rôle de Mafuta, de cette grande dame qui a initié Jeanne d'Arc. Comme Sadio s'appelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été initiée par Mafuta pour marquer le point de départ de soulèvement populaire, de prise de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va s'approprier notre culture. Que la religion, elle est nôtre. Ils pensaient que le blanc nous piétinait à partir de la religion. Ils ont dit la religion est nôtre. Ils ont développé des théories que plus tard va reprendre le kimbanguisme, qui est né en RDC, mais qui a traversé jusqu'au Congo. Le kimbanguisme s'assoit sur cette thèse de Kimpavita. Mais là, on n'a pas encore la victoire du peuple. Cette lutte continue dans le sens de la révolution populaire, qui va être reprise d'une autre manière par André Machua. Je vous fais
économie, du caquisme et tout ça, pendant la période qui suivait celle de Kimbanguisme. Mais le combat de Machua, ce n'est pas un combat belliqueux, ce n'est pas un combat de violence. Le combat de Machua, c'est un combat d'égalité de droit. Machua a revendiqué l'égalité de droit. Et nous l'avons obtenu. Première victoire. Et c'est toute l'Afrique francophone qui a obtenu cette victoire. C'était... Les lois ont changé en France. Et c'est ce que j'ai dit toujours. Nous avons un pays qui nous a dominés depuis longtemps, qui est la France, et qui continue à mettre la main sur nous. Mais il faut connaître ce peuple. Ce peuple va dans le sens des autres peuples. Quand les peuples se lèvent et revendiquent quelque chose, tous ils s'alignent, parce qu'ils respectent la loi du peuple. Pouvoir et peuple, il faut le voir dans le sens de votre propre histoire. Notre histoire, nous avons vaincu avec Machua en obtenant la loi cadre, où on commençait à donner l'égalité entre les Noirs et les Blancs dans la communauté française. Cette victoire-là, souvent on l'oublie. Mais après est venue, cette victoire a continué avec la Constitution de 1958, c'est le 4 octobre, que le général de Gaulle a mis en place. Mais cette Constitution va dans le sens de la revendication des peuples. Ils revendiquaient les droits. Et quelque part, ils ont revendiqué l'indépendance. En 1958, l'indépendance a été accordée. Il n'y a pas eu de violence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de résistance dans notre civilisation. Si, il y a eu des résistances armées, ça c'est vrai. Mais le sens du pouvoir du peuple a toujours été dans un sens de revendication des droits. Toujours dans un sens de revendication des droits. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit s'inscrire. Qu'est-ce qui va se passer quand on obtient l'autonomie de nos États en 1958, avec la création de l'État Congo, avec pas de la République, mais de l'État Congo, qui s'appelait République du Congo. Pas de la République du Congo. En 1958, quand on a la création de l'État, qu'est-ce qui se passe? On obtient l'indépendance, il n'y a pas eu de violence. C'est juste une revendication. Et qu'est-ce qui vient après? C'est nous-mêmes, les Congolais, qui venons usurper le pouvoir avec l'installation d'un monopartisme. Et vous le savez très bien. Le monopartisme s'installant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple va consommer le monopartisme pendant près de 30 ans. Et qu'est-ce qui se passe après? Le peuple revendique, dans la non-violence, revendique le multipartisme. Vous vous rappelez, à la fin des années 90, 89 par là, on a eu des leaders qui montaient pour dire stop au monopartisme, on veut le multipartisme, on veut la démocratie. C'était qu'une revendication. C'est ça le sens de l'histoire que nous devons saisir pour donner le pouvoir à tout moment au peuple quand ce pouvoir est usurpé. Et qu'est-ce qui s'est passé en 90, vous savez? C'est pas Mitterrand qui a inspiré le multipartisme en Afrique. Mitterrand a suivi le sens du peuple, le mouvement du peuple. Il a fait le sommet de la Baule. Et le peuple a pris le pouvoir. Nous avons mis en place des démocraties en 91. En 92, on a élu démocratiquement. Nous étions en démocratie. En République, on peut en discuter, mais on était au moins en démocratie. Le peuple a repris son pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Toujours nos frères et sœurs, plus malins, parfois plus voleurs, plus pilleurs, imaginent des systèmes plus sophistiqués pour usurper le pouvoir du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1992? Le pouvoir du peuple a été usurpé. Usurpé comment? Par un système qui a changé, qui n'est plus un monopartisme, mais qui est devenu un despotisme, que j'appelle moi un despotisme constitutionnel. Parce que là, le tyran, il usurpe le pouvoir à travers un texte qu'il fait voter par la force. Il devient fort. Nous sommes dans cette situation-là. Le pouvoir est usurpé constitutionnellement. Même si on met en exergue l'article 16 des droits de l'homme, on dira que ce n'est pas une constitution. Ok, mais c'est une constitution de fait, elle est là, elle fonctionne. Nous devons aller dans le sens de l'histoire pour terminer. Merci. Pour terminer, on va dans le sens de l'histoire pour dire nous devons revendiquer quelque chose aujourd'hui.
revendiquons la République. Et que chaque leader se lève au Congo, partout, en Afrique, pour dire nous ne sommes plus en République, vous avez usurpé le pouvoir, revendiquons la République, tout simplement. Et vous allez voir que le peuple aura la parole. Le peuple sera uni et la République viendra. Et je vous assure, le jour qu'on mettra la première République au Congo, nous serons dans la paix. Il n'y aura plus de voleurs. Il y aura de voleurs, mais ils seront arrêtés parce que la justice sera indépendante. Il y aura des pilleurs, il y aura des violeurs. Ils seront incarcérés. La donne va changer. C'est pour cela que je vous invite tous à y réfléchir et à penser à réclamer et à revendiquer la République. Merci. Merci, chère madame. Charles Madélé, nous allons passer un peu vite parce qu'on s'approche sensiblement vers la fin de ce colloque. Donc, nous allons inviter notre frère Sir Nestor qui va prendre la parole en tenant compte du temps également. Après, ça sera Bruno Moelleux qui va intervenir. Après Bruno Moelleux, il y a l'association Équité qui va également intervenir. Donc, après, il y aura Makaya. Donc, c'est ça. Alain Makaya et puis Saliou Diallo qui va intervenir à la fin. Donc, on commence avec Nestor et on passera avec les autres. Merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, frères et sœurs, je vous dis merci. Je vous dis bonjour. Et c'est une joie de se retrouver aujourd'hui dans cette salle. Et compte tenu donc de ce colloque qui a été initié par la jeunesse Nouveau Congo. Avant de commencer, je joindrai ma voix avec vous, en tout cas ma pensée, aux frères et sœurs de la République voisine qui sont tombés pour la lutte depuis le début de cette semaine, et comme les frères du Gabon et les Congolais aussi. Ne l'oublions pas, pensons toujours à ceux qui sont engagés dans ce combat. Pouvoir et peuple, c'est un thème éminemment compliqué, éminemment difficile. Pour ce colloque, je me suis permis de vous parler du pouvoir, de ce que c'est que le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Ça sert à quoi? Et comment on s'engage? Quelle est la démarche pour aller chercher le pouvoir? C'est ça le pouvoir. Nous sommes dans l'actualité, nous voyons beaucoup de vies qui sont brisées, qui sont détruites à cause du pouvoir. Mais vous savez, ça n'a pas été facile pour moi plutôt de circonscrire un peu ce sujet-là. D'autant plus que le temps qui m'est imparti, c'est tellement difficile de tout contracter, mais j'essaierai de dire l'essentiel. Il y a d'abord, je fais deux observations. Je sais que le débat a été déjà planté. Je souhaiterais que nous nous comprenions. La démarche ici, elle est politique. C'est dans le débat des idées. Moi, je ne parle pas de la conquête du pouvoir ou du pouvoir sous d'autres formes. Donc, j'essaierai, je pense que je suis clair, j'essaierai de faire passer le message qui est le mien de ce que c'est que le pouvoir. Vous savez, pour comprendre le pouvoir, il y a trois notions. Il y a trois notions fondamentales, mais je sais que ça a été dit par mes prédécesseurs. Il y a la notion de nation, il y a le peuple et il y a l'État. Je vais aller rapidement. La nation, c'est quoi? C'est quand on prend les individus, les communautés qui se retrouvent sur un territoire précis
ils ont en partage la langue, les coutumes, les usages, et surtout un destin de communauté de vie. C'est-à-dire que ces individus-là se retrouvent dans une unité, ils forment ce que c'est que la nation. Et quand ils se sentent dans une communauté de destin, c'est-à-dire dans une projection historique, de vivre ensemble, de multiplier les usages, les coutumes et l'histoire, ils sont un peuple. Le problème au Congo, très souvent, ça a été dit, les leaders politiques, les acteurs politiques ont compris que pour usurper le pouvoir du peuple, il faut le diviser. Mais comment le diviser? Il faut faire en sorte que les individus dans ces communautés ou dans cette communauté nationale ne se sentent pas peuple. Ils se sentent du Nord, ils se sentent du Poul, ils se sentent du Niboland, ils se sentent, etc., etc. Donc, en ce qui nous concerne, parce que le colloque a été inspiré par la jeunesse, ce que je souhaite, c'est que la jeunesse prenne conscience de ces notions-là. La première des choses est que, comme nous sommes une génération, comme la jeunesse est la génération d'aujourd'hui qui doit relayer celle d'avant, il faudrait que la jeunesse comprenne et intègre la notion de peuple. Je termine par une troisième notion, qui est l'État. Sur un territoire, des populations, des individus, des communautés, qui se sentent ensemble, qui parlent la même langue, qui ont la même histoire, qui se sentent dans une projection à venir de vivre en communauté, pour que ça fonctionne à l'intérieur du territoire, ils mettent en place un certain nombre de mécanismes, les administrations, les institutions, les lois, la police, la force publique qui a, je fais une parenthèse, la force publique a le monopole de la violence légitime. C'est une notion de droit, on aura le temps d'y revenir. Les impôts, le recouvrement des impôts et tout. Donc, ces mécanismes-là qui font que la société, les individus, les gens vivent entre eux, les services publics et tout, tous ces mécanismes-là mis en place, mis ensemble, forment un appareil qu'on appelle l'État. Donc finalement, l'État, c'est quoi? L'État, c'est l'instrument qui est au service du peuple pour sa pérennité, pour sa vie au quotidien. Donc, nation, peuple et État, quand on comprend ces trois notions, et facilement on a fait le tour, on a compris que c'est à l'intérieur, là-dedans, qu'on parle de pouvoir. Mais c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est les individus donc, qui sont dans la nation, un père de famille, une famille, des enfants, il y a des besoins au quotidien d'éducation, de santé, etc., etc. C'est la capacité de faire toutes ces choses-là qui font que les gens sont en capacité de vivre, de créer, d'imaginer, de chanter, de construire, d'inventer, de vendre, de faire des choses. Le pouvoir, c'est ça. C'est ça le pouvoir. Maintenant, en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'il nous faut, nous? Qu'est-ce qui fait que la génération aujourd'hui, les acteurs politiques, doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller chercher ce pouvoir-là? En fait, c'est quoi ce pouvoir, finalement? Mais c'est la capacité que les acteurs politiques organisent le fonctionnement de ces institutions-là. Pour aller très vite, Montesquieu dit que l'homme par essence, a toujours envie de tout concentrer sur lui. Plus il a le pouvoir, plus il veut en voir plus. Donc la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est essayer d'incarner, faire incarner les pouvoirs par des personnes morales et physiques différentes. C'est-à-dire le pouvoir exécutif ne peut pas être dans la personne qui a le pouvoir législatif et judiciaire. Donc c'est là qu'on parle du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. En ce qui nous concerne, il faudrait que
nous sommes plusieurs ici, des responsables de structures politiques. Nous sortons, nous sommes dans un combat politique de la conquête de pouvoir. Parce qu'il y a eu des élections en mars, il y a eu des candidatures, il y a eu le peuple qui a été aux urnes, et au final, cette victoire-là n'est pas là. Mais pourquoi cette victoire-là n'est pas là? Pourquoi se fait-il que des responsables vont à la conquête du pouvoir et au final, ils comprennent, ils n'ont pas ce pouvoir? Deux choses rapidement. Il faudrait que nous le sachions. De la façon dont les individus fonctionnent dans la société, dans la communauté, dans la nation, de cette façon, par leurs aspirations, par leurs attentes. Si nous qui sommes des responsables politiques, nous avons des projets politiques qui ne reflètent pas les aspirations des individus, des populations, mais il n'est pas étonnant que le discours des acteurs politiques, il est inaudible par rapport aux populations. Ce que, personnellement, je fais cette autocritique-là. Je ne comprends pas, moi, si on ressort qui est, je ne comprends pas que dans une structure politique dont je suis membre, on ne met pas en place une cellule de réflexion, d'analyse critique, parce que l'État est continu. À Brazzaville, entre 2012 et entre 2009 et 2016, il y a un mandat, il y a un gouvernement, il y a un ensemble de politiques publiques qui sont mises en place. Bon. Mais nous qui voulons le pouvoir, c'est-à-dire aller vers le peuple pour que le peuple nous désigne ou nous confie la responsabilité finalement de gérer les institutions. Pourquoi se fait-il que nous ne sommes pas en mesure de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour regarder les politiques qui sont conduites? Il y a une politique de la santé, il y a une politique d'éducation nationale, il y a une politique économique, il y a la jeunesse. Mais les structures politiques, par exemple, à Paris, les gens ne parlent pas de ça. Les gens sont dans une recherche de pouvoir, mais pour faire quoi? Et je termine par un dernier point. Et je sais que nous sommes entre nous, mais essayez de vous imaginer, mes frères et sœurs, ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, sur la place de Paris, nous avons montré un spectacle qui est pitoyable. Quand les étrangers nous regardent, même quand les autres nous regardent, ils se disent, ça je vous le dis en toute vérité, ils se disent, mais est-ce qu'on va prendre, entre guillemets, est-ce que nous, entre guillemets, est-ce que nous allons prendre ce pouvoir-là à ce monsieur et le confier à ces gens-là? J'en ai terminé. Merci. Merci, le doyen Sir Pestorquier. Vous avez soulevé des sujets très importants concernant les concepts de nation, État et peuple. Merci pour cela. Nous allons sans plus tarder, avant de passer la parole au président Bruno Mollet pour la clôture. Nous avons des camarades qui sont arrivés un peu en retard, mais qui se sont signalés et qui voudraient bien, contribuer aussi à, je dirais, à l'évolution du débat. Il s'agit de Alain Makaya et de Salou Diallo, à qui nous allons accorder à chacun 5 minutes pour leur exposer. Donc, je voudrais bien inviter M. Alain Makaya de venir prendre la parole. Bonjour à tous. Je remercie le mouvement Nouveau Congo, qui est un concept très fort d'ailleurs, parce que
Le nouveau Congo, nous l'avons tous dans la tête. Il suffit de le matérialiser. Il suffit que ça s'applique. Je ne veux peut-être pas faire un cours de religion ou de philosophie, mais en parlant de pouvoir, nombreux parlent de pouvoir sans savoir ce que c'est. Parce que le pouvoir, comme le dit dans la définition de la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple et par le peuple. Et pour ceux qui sont religieux, pour ne pas faire un cours de religion non plus, quand on dit que le pouvoir vient de Dieu, c'est parce que nous sommes, nous les hommes, le canal par lequel ce pouvoir descend de Dieu pour aller vers nos dirigeants. Nous sommes juste l'élément par lequel passe ce pouvoir. Nous sommes un canal. Pour revenir rapidement sur ce concept, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui croient qui pensent que Sassou a le pouvoir, ils sont largement trompés. Parce que le pouvoir qu'on pense que Sassou a, c'est pas un pouvoir. C'est un homme fort. Il est puissant, il a l'argent, il a les armes, il est entouré de voyous. Il crée la peur. Mais pourquoi il a peur? C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas de pouvoir, ce monsieur. Je vous donne juste un exemple. Si quelqu'un rentre chez vous et vous vole un diplôme d'ingénieur, c'est pas dit qu'il est ingénieur. Dehors, il a ce diplôme dans la poche, mais il n'est pas ingénieur. Le pouvoir que nous pensons que Sassou a, le peuple l'a déjà retiré depuis longtemps. Donc lorsqu'on entend ici prendre le pouvoir, ça ne s'applique pas. C'est pas possible. Parce que quel pouvoir on doit prendre? Le peuple a repris son pouvoir le jour que le peuple a mis le butin dans l'urne. Si réellement Sassou a perdu les élections, le peuple a repris son pouvoir déjà, depuis cet instant. Nous n'avons plus aujourd'hui à réfléchir comment on prend le pouvoir. Il n'a plus. Pourquoi aujourd'hui ce monsieur est brutal? Parce qu'il est conscient qu'il n'a plus ce pouvoir. Il a très peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On devient brutal. On utilise tous les moyens pour être fort, pour être puissant. Mais on n'a pas le pouvoir. Juste pour ne pas monopoliser la parole, quand on parle de dialogue, on entend passer par là, dialogue, mais à quoi va servir de dialoguer avec quelqu'un qui est venu vous voler chez vous? Donc quelqu'un rentre chez vous, vous vole quelque chose, vous volez un sac de riz, vous dit écoutez, monsieur le voleur, venez, on va partager le sac de riz que vous avez volé. Attends, c'est insensé. Mais justement, c'est insensé. Soit on arrête, soit on reprend le sac de riz. C'est tout. Pourquoi vous voulez dialoguer avec quelqu'un qui a volé un pouvoir? C'est pas possible. Donc le pouvoir, on va partir de... Donc lui garde une partie du pouvoir, et les autres gardent pas du pouvoir. C'est incompréhensible. Nous ne nous trompons pas sur des concepts, n'allons pas dans des concepts qui ne sont pas applicables et qui sont faux. Déjà, il faut qu'on sache très bien qui nous avons en face. Tant que nous accorderons du pouvoir à ce monsieur, il sera toujours fort pour nous mater. Aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient que ce monsieur n'a plus de pouvoir. Ça nous permet de se booster, de se dynamiser, parce que le pouvoir dont on parle, c'est une synergie, donc une symbiose des énergies. C'est plusieurs personnes qui transmettent le pouvoir à un homme. Mais comme ils ont tout repris aujourd'hui, c'est comme dans un foyer, si un homme n'arrive pas à nourrir sa famille, il n'a plus de pouvoir envers les enfants. Il est banni de la famille. C'est le même principe. Ce monsieur n'arrive pas à nourrir le Congo, il a volé quelque chose qui n'appartient pas, il n'a pas le pouvoir. Nous avons en face de nous quelqu'un de faible, mais qui a peur. Sachant d'abord avec qui nous avons à nous battre, et après, aiguisons nos armes pour le faire partir. C'est tout. Merci. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, je m'excuse, je vais rebondir sur ce que j'ai dit. Sassou a le pouvoir, il faut le combattre, il ne faut pas rester dans l'ignorance. Il ne faut pas évoluer des discours comme ça. Il n'existait pas, il existe, nous allons le combattre. Ok. Tu peux le dire directement là. Non, après. Président, après. Nous allons appeler M. Salou Diallo à venir prendre la parole. Merci les chers amis, merci à l'association Nouveau Congo,
à son président, M. Tatou, de m'avoir invité. M. Touta. Je suis honoré d'être invité chaque fois qu'il y a une conférence où on parle de pouvoir et de peuple, parce que pour moi, on parle de démocratie ou de lutte contre la dictature. La question est simple. Cette notion que nous avons héritée de l'Occident, par cette notion de démocratie, qu'elle soit parlementaire, qu'elle soit toutes les formes de démocratie qu'on a héritée de l'Occident, nous sommes dans une situation où les peuples occidentaux réclament cette démocratie. On a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où c'est par le vote que la Grande-Bretagne est sortie. Donc c'est une valeur cardinale du système de la culture, de la civilisation occidentale, mais elle a du mal à exporter cette notion de démocratie. Dès qu'on parle des pays africains et des autres pays, cette valeur cardinale en Occident, on ne la retrouve plus dans nos pays. Alors la question est, où est le peuple européen, où sont les peuples occidentaux quand on parle de démocratie en Afrique? Donc tous les peuples demandent à aspirer à la démocratie, que ce soit les peuples africains, au même titre que les peuples européens. Donc nous devons lier notre combat aux exigences de ces peuples en Occident, qui aussi sont à la recherche de la démocratie. Pour être plus concret, après une rencontre, des conférences qu'il y a eu un peu partout à Paris, de la diaspora, nous sommes arrivés à désorganiser l'agenda politique de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso, après avoir changé la constitution, organisé des élections, a pensé que dans les 100 jours, il aurait réglé la question au Congo. Mais par le combat des Congolais, il a été obligé d'arrêter le général Mokoko et de le mettre en prison, de ne pas être dans une situation de stabilité dans son pays et de n'avoir pas pu organiser des législatives. Pourquoi? Parce que nous tous, par notre combat, nous avons perturbé son agenda. Et ce qui se passe actuellement en Afrique centrale, et principalement chez les peuples du Congo, du bassin Congo, cette capacité que ce peuple a de se révolter un peu partout, crée encore plus